Bienvenue dans cette rencontre qui s'adresse principalement aux parents. Mais on sait également très bien qu'il va y avoir des étudiants dans cette conférence-ci. En fait, ce qu'on va toucher aujourd'hui comme type de sujet, c'est vraiment des sujets que, oui, on a pensé aux parents. Pourquoi? Parce que souvent, les parents, ils ne se posent pas nécessairement les mêmes questions que les étudiants. Grosso modo, on va vraiment essayer de comprendre un peu plus notre système scolaire. Parler budget, donc vraiment, concrètement, combien ça coûte les droits de scolarité? Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget annuel, mensuel pour venir faire un projet comme ça? Comprendre un peu plus les questions également, le système de santé, la sécurité. Donc, tous les petits aspects qui sont quand même très, très importants dans la réalisation de ce type de projet qui est de devenir étudiant à l'Université de Montréal. Donc, juste quelques petits mots également. Cette conférence sera enregistrée, donc si jamais vous voulez la revoir par la suite, il n'y a aucun problème, elle va être disponible sur le site des rendez-vous de l'orientation. Il y a également un espace pour poser vos questions. Et encore une fois, je vous en prie, n'hésitez pas. On adore discuter avec vous. Donc, dans le bas de votre écran, il y a la section Q&R, questions-réponses. Donc, c'est via ce moyen-là, finalement, que vous pouvez nous écrire des questions et vraiment, à la fin, on prendra un bon moment pour répondre à un maximum de questions qu'on pourra. Euh, je vais être accompagnée également un peu plus tard avec moi aujourd'hui par Aude Le Couturier qui est responsable du Bureau des étudiants internationaux et qui viendra nous éclairer sur le merveilleux monde de l'immigration. Donc, comment ça se passe vraiment quand on veut justement devenir étudiant à l'Université de Montréal, tous les papiers et les documents qu'il faut obtenir au niveau immigration, au niveau gouvernemental. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous partager rapidement mon écran parce que je veux vraiment qu'on comprenne un peu plus le système scolaire pour être sûr qu'on parte tous sur des bonnes bases par rapport à ça. Hum, Parfait. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais juste un petit peu comparer très rapidement le système québécois et le système LMD, parce que souvent, on part avec un mauvais a priori, on pense que ça fonctionne de la même manière, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, juste bien rappeler que le premier diplôme universitaire qu'on fait au Québec, ou à l'Université de Montréal, c'est vraiment le baccalauréat. On indique que c'est un baccalauréat de 3 ans, mais c'est vrai que dans quelques cas, je pense à l'enseignement, ça peut être 4 ans, mais en général, c'est vraiment 3 ans. En fait, on dit 3 ans, mais c'est un certain nombre de crédits. On fait des crédits, on accumule des crédits et ça nous permet finalement de passer au diplôme suivant. Par la suite, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Donc, le terme master n'existe pas chez nous, c'est vraiment la maîtrise. Et après, le doctorat. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le meilleur moment pour changer de système scolaire, c'est vraiment à la fin d'un cycle. Donc, directement après le lycée, ou directement après la licence, ou directement après le master. Mais c'est vrai qu'essayer de faire des liens à l'intérieur des diplômes, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, un étudiant qui serait en L2, licence 2, et qui voudrait venir faire une troisième année chez nous, bon, ça peut se faire dans le cadre d'échanges, mais c'est vrai que pour devenir vraiment étudiant à l'Université de Montréal et obtenir le diplôme, il faut vraiment le faire à la fin d'un cycle, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'année scolaire se divise en trimestres, donc 3 trimestres. Le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver, c'est vraiment les trimestres dans lesquels les étudiants étudient à temps plein. Quand on dit étudier à temps plein, normalement, pour un étudiant au premier cycle, donc premier cycle, c'est le premier diplôme universitaire, c'est par exemple un baccalauréat, on dit qu'un étudiant prend en général 5 cours à l'automne et 5 cours à l'hiver. L'été, qu'est-ce qui se passe? L'été, c'est optionnel. Donc, bon, je vous rassure, ce n'est pas l'été qui est optionnel, c'est le trimestre d'été qui est optionnel. Donc, on peut être en vacances complètement, ou alors on peut aller travailler, retourner dans ce pays, ou alors on peut également prendre des cours d'été. Encore une fois, je vous rassure, les cours d'été qui sont optionnels sont souvent un petit peu compressés, ce qui fait que même si on prend des cours d'été, on a quand même des vacances, bien sûr. Donc, c'est assez flexible quand même comme système. Donc, souvent, même si on prend 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver, on peut faire un petit peu d'autres choses également. On pourrait prendre, par exemple, 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 l'été, 5, 4, 2. Bref, on peut un petit peu jouer avec ça. Et c'est important de comprendre ce système-là. Si jamais vous avez beaucoup de questions là-dessus, je vous invite à suivre la conférence qu'il y a samedi concernant la flexibilité de notre système scolaire. Ça permet vraiment de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer avec ça afin de suivre le rythme de l'étudiant, tout simplement. Le système des cours et des crédits dont je vous parlais, donc souvent, et on le voit régulièrement dans les questions qu'on nous pose, le concept du crédit n'est pas tout à fait bien compris et c'est normal, c'est quelque chose de très, très, très nord-américain. Donc, en fait, lorsqu'on est inscrit dans un programme, on doit suivre des crédits. Un baccalauréat normal, traditionnel, disons, c'est environ 90 crédits. On fait en moyenne une trentaine de crédits par année à raison de 15 crédits par session
15 à l'automne, 15 à l'hiver. Donc, vous voyez, c'est un bon exemple d'une personne qui prendrait que 12 crédits, donc 4 cours. Chaque cours a un numéro qui correspond finalement à une matière et il y a un nombre de crédits qui est associé à cette matière-là. La norme, c'est vraiment 3. Des cours de plus de 3 crédits, c'est des cours quand même assez costauds, mais c'est vrai que des fois, il y a des cours de 2 ou 1 crédit, souvent des laboratoires dans les matières scientifiques. Mais c'est vrai que la norme, dans 95 des cas, un cours correspond à 3 crédits. Quand vous allez voir sur notre site web, vous allez voir les petits logos à côté également, le trimestre. Donc, c'est important de savoir est-ce que le cours est offert à l'automne, à l'hiver, est-ce que c'est un cours qui se donne de jour, de soir ou autre. Et en fait, on peut vraiment fonctionner et comprendre son programme justement grâce à la structure du programme. La structure, vous allez la trouver sur le site web. Donc, chacun de nos programmes a une page web finalement. Et dans chacune de ces pages web de nos programmes, on peut justement aller voir la fameuse structure du programme. Donc, à quoi ça correspond exactement. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour notre parcours scolaire. On sait que c'est parfois un petit peu compliqué, mais bon, ça aide un peu de se le faire expliquer. Je veux juste revenir rapidement également sur l'admission, l'inscription. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir étudiant à l'Université de Montréal? Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de conférences qui en parlent. Donc, vraiment, c'est de déposer un dossier d'admission. Donc, c'est un formulaire qui se remplit en ligne sur le site admission.montréal.ca, tout simplement. Donc, vous remplissez le formulaire. Vous avez plusieurs choix. Donc, si vous êtes au premier cycle, au niveau baccalauréat, vous avez jusqu'à 3 choix. Au cycle supérieur, c'est 2 choix. Donc, c'est le formulaire que vous remplissez, vous nous envoyez les documents et nous, on analyse tout ça à savoir si on vous admet ou non dans le programme. Très important à retenir, la date butoir officielle, c'est vraiment le 1er février. Donc, il faut faire une demande d'admission avant le 1er février. Après cette date, il y a quand même des programmes qui sont ouverts, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui vont être fermés. Je voulais également vous parler des droits de scolarité, parce que ça, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Dans la conférence d'avant également, il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Donc, combien ça coûte concrètement de venir faire ces études chez nous? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits de scolarité sont régis par le gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation, qui décide finalement de combien vont être les droits de scolarité. Ça a changé un petit peu dernièrement, mais c'est quand même une base qui reste, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de droits de scolarité. Il y a un niveau pour les étudiants québécois, donc les étudiants qui habitent vraiment au Québec. Il y a un niveau pour les étudiants canadiens et il y a un niveau également pour les étudiants internationaux. Si jamais vous êtes un citoyen français ou alors un Belge francophone, bien, sachez qu'on a des ententes de nos gouvernements qui font en sorte que vous payez le même tarif qu'un étudiant canadien pour le premier cycle et même québécois pour les cycles supérieurs. Donc, niveau maîtrise et doctorat, vous payez vraiment un tarif très avantageux si vous êtes citoyen français ou belge francophone. Très avantageux également pour le premier cycle. Si vous êtes, juste pour vous donner également quelques montants, par exemple, un étudiant français, bien, ça serait autour de 4 600 $ canadiens par trimestre. Donc, on parle autour de 3 000 €. Donc, pour une année complète, pour un premier cycle, ça serait autour de 6 000 € pour un étudiant français ou un citoyen belge. Maintenant, si jamais vous êtes un étudiant international, ça va être plus cher, oui. Par contre, il y a des bourses d'admission qui sont reliées également à ce type d'admission. Si vous voulez avoir une vraiment bonne idée de combien ça peut coûter, tout ça, là, je vous donne des estimations de coûts, je vous invite à aller voir le site du calculateur des droits de scolarité. Ma collègue vous a mis le lien dans le chat. Et ça, c'est vraiment un site où vous pouvez indiquer, ben moi, je suis international, je suis canadien, je suis québécois, je suis français, je veux faire des études au premier cycle, au deuxième cycle, je veux m'inscrire à temps plein, à temps partiel. Et là, on vous indique concrètement, à la virgule près, combien ça va coûter pour faire vos études à l'Université de Montréal. Encore une fois, si vous êtes étudiants internationaux, sachez qu'il y a des bourses d'admission. Ma collègue va vous mettre le lien du site pour avoir un peu plus d'informations sur les bourses d'admission. C'est des bourses qui sont très généreuses. Donc, si jamais vous êtes étudiant au premier cycle, on parle quand même de montants autour de 2 000 et ça va quasiment jusqu'à 12 000 $ par année. Donc, ça dépend vraiment de votre niveau scolaire. Donc, c'est vraiment en fonction de vos notes, de vos résultats scolaires. Pour les étudiants en deuxième et troisième cycle, les montants sont également très intéressants et c'est quelque chose d'un peu plus automatique également au niveau des bourses. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on donne facilement si vous êtes un étudiant international et si vous n'avez pas d'entente gouvernementale. C'est sûr que si vous êtes un citoyen français ou un belge francophone, vous bénéficiez déjà de tarifs très, très préférentiels. Donc, non, vous n'avez pas nécessairement la bourse d'admission en plus. Donc, avec ces 2 sites-là, ça va déjà vous donner une bonne idée des droits de scolarité que vous allez devoir débourser pour venir étudier chez nous.
La question qui se pose également par la suite, c'est, ben, tiens, concrètement, oui, c'est vrai qu'il y a les droits de scolarité, mais quels sont les frais également qu'on doit avoir autour? C'est sûr que là, c'est une année un peu particulière qu'on vient de vivre avec la pandémie, donc on n'était pas nécessairement sur place. Je vais quand même vous montrer un petit budget qu'on estime. Donc, c'est sûr que là, on parle d'un budget pour des gens qui seraient sur place à Montréal. Donc, vous voyez, le logement et charges, on estime à 700 $ par mois. On vous a mis les prix en euros parce qu'on sait que pour certaines personnes, c'est peut-être plus clair d'avoir une bonne idée de quoi on parle avec un tarif en euros plutôt qu'en dollars canadiens. On a augmenté un petit peu ce tarif dernièrement parce que on peut vraiment trouver moins cher, mais c'est vrai que les chambres universitaires et pas les chambres universitaires, mais que les tarifs d'appartements et de colocation ont un petit peu augmenté depuis un an et demi. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu augmenté ce tarif-là. Mais il y a vraiment quand même moyen de trouver un peu moins cher. La nourriture, le transport, le téléphone, divers. Donc, grosso modo, on estime environ 1300, 1350, grosso modo 870 € par mois. Donc, encore une fois, c'est une estimation. Il y a toujours des étudiants qui finissent par payer beaucoup moins cher, d'autres qui ont des goûts un peu plus de luxe qui payent un peu plus cher, mais ça vous donne quand même une bonne base. Euh, Souvent également, quand on parle de droits de scolarité, la première question qu'on a, c'est est-ce qu'il faut payer d'un coup? Eh bien, encore une fois, non, je vous rassure, vous ne payez pas d'un coup les droits de scolarité pour l'année. En fait, les facturations se font en même temps que les trimestres. Autrement dit, il y a une première facture qui arrive pour le trimestre d'automne, qui arrive le 15 octobre, par la suite une deuxième qui arrive le 15 février. Et si jamais vous prenez des cours d'été, dans ce cas-là, il y a une troisième facture qui arrive pour l'été. Donc, vous ne payez pas le montant d'un coup non plus. Puisqu'on parle d'argent, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans cette conférence-ci, il y a quelque chose également qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est le travail étudiant. Donc, c'est sûr que la priorité du jeune, quand il vient étudier chez nous, c'est d'étudier. C'est vraiment son rôle, c'est d'étudier, c'est un étudiant. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le petit boulot étudiant. En fait, lorsqu'un étudiant vient chez nous, ben, à l'intérieur de son permis d'études, il y a un permis de travail qui permet justement de travailler à Montréal. Donc, on peut travailler durant l'année académique pendant une vingtaine d'heures par semaine. 20 heures, c'est quand même beaucoup. Il vaut mieux prévoir un petit peu moins. Et durant les vacances, bien, dans ce cas-là, on peut vraiment travailler à temps plein. L'avantage du petit boulot, bon, bien sûr, côté financier, ça peut aider, on ne se le cachera pas. Par contre, il faut être réaliste. On ne peut pas financer entièrement ce projet-là uniquement avec un petit emploi étudiant. Il faut vraiment avoir le support parental ou familial à côté pour pouvoir réaliser ce type de projet. Par contre, ça peut vraiment aider le petit boulot étudiant pour, oui, financièrement, mais également, ça permet de mettre en pratique certaines connaissances qu'on n'a pas l'opportunité de mettre nécessairement en pratique dans la vie de tous les jours. Ça permet également d'améliorer son anglais. Si vous venez ici pour travailler, donc vous allez voir que Montréal est une ville bilingue, complètement bilingue. Donc, ça aide parfois à se déjeuner un petit peu avec l'anglais. Le fait de devoir parler en anglais avec 50% de la clientèle, ça peut aider. Donc, ne sous-estimez pas les avantages du petit emploi étudiant. Peut-être que ce qui serait sage, c'est durant la première session de peut-être ne pas travailler ou travailler très, très peu, juste pour pouvoir appréhender un petit peu notre système scolaire, voir comment ça fonctionne. Et parce que ça serait quand même dommage de mettre en péril votre année d'études pour travailler. C'est vraiment, vraiment pas l'objectif d'un tel projet, mais c'est très, très conciliable. Vous allez voir, tous les étudiants en Amérique du Nord travaillent. C'est vraiment la norme. Le style de vie le permet. L'horaire universitaire et l'horaire des petits emplois également est vraiment très adapté à ce mode de fonctionnement. Une des questions qu'on a beaucoup également, autant de la part des parents que de la part des jeunes, ça c'est quelque chose qui vient chercher un peu tout le monde, c'est le logement. Souvent, dans d'autres pays, le logement peut être excessivement problématique. Donc, à l'Université de Montréal, c'est sûr que Montréal, on a la chance d'être une ville où il n'y a pas encore de crise du logement aussi prononcée qu'ailleurs. Donc, le logement n'est pas un problème. C'est sûr que cette année, ça a été un petit peu différent justement en fonction de la pandémie. Comment ça va se passer pour l'année prochaine? Bien, on attend de voir, mais on suit bien sûr les règles de la santé publique. Mais si jamais il y a un retour à Montréal qui est prévu, bien sûr, à ce moment-là, les logements pourront de nouveau être accessibles au niveau des résidences et au niveau de la colocation. C'est quelque chose qui se fait très, très bien. Est-ce qu'il faut le prévoir longtemps d'avance? Bien non. Ça peut se faire je dirais quand même pas en arrivant. C'est toujours un petit peu problématique d'arriver sans logement. Ça se fait, il y a toujours des gens qui le font, mais je pense que pour la sérénité d'esprit, c'est toujours mieux d'avoir trouvé son logement avant de venir. Et vous avez vu dans le petit budget tout à l'heure, les prix sont quand même pas non plus exorbitants pour un logement. Une autre question qu'on nous pose beaucoup de la part des parents, c'est la sécurité.
Bon, là, encore une fois, il y a toujours l'histoire de est-ce que les cours sont à Montréal ou non. Donc, l'année dernière, c'est un peu particulier. Mais c'est sûr que l'étudiant qui se trouve à Montréal, bien, il faut comprendre que Montréal est une ville excessivement sécuritaire. En Amérique du Nord, on fait partie des records. Donc, c'est vraiment une ville qui est agréable, dans laquelle il n'y a, pas trop de soucis d'insécurité ou autre. Oui, il y a une petite criminalité comme partout, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on ressent à la longue. Donc, souvent, quand on fait des focus group avec des parents, c'est ce qui ressort systématiquement. Ils sont à l'aise et ils sont rassurés de savoir leurs enfants à Montréal parce que c'est une ville justement qui est, bon, qui a énormément de qualité. C'est une ville qui est très agréable, très jeune, très dynamique, mais également très sécuritaire. Je voulais également vous parler du système de santé. Pourquoi? Parce que c'est une question assurément que les parents se posent et que ça, les étudiants ne se la posent jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe si votre enfant est malade alors qu'il est étudiant chez nous? Bon, rassurez-vous, ça se passe bien. Tous les étudiants qui sont admis, enfin, qui sont inscrits à l'Université de Montréal et qui sont à Montréal sont couverts par notre système de santé. Donc, bien sûr, c'est payant. Encore une fois, il y a des ententes gouvernementales. Autrement dit, si jamais vous êtes français, il y a une liste de pays également, vous pouvez bénéficier de cette couverture médicale gratuitement. Pour d'autres, dans ce cas-là, c'est des frais qui sont ajoutés à votre facture, mais vous êtes couvert assurément au niveau médical, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si jamais vous avez besoin d'une couverture supplémentaire, c'est toujours possible, bien sûr, d'aller chercher une mutuelle ou autre, soit pour les yeux et les dents. Il y a tout un paquet de possibilités, même offertes également par les associations des étudiantes. Donc, il y a vraiment des étudiants, pardon. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. J'aimerais maintenant aborder juste un dernier petit sujet avant de parler avec ma collègue Aude d'immigration. C'est en ce qui concerne la vie étudiante. Souvent également, c'est une crainte de la part des parents que leur enfant, deux choses, soit que leur enfant soit un petit peu trop justement dans la vie étudiante et un petit peu trop dans le social, ou soit carrément le contraire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les études sont vraiment faites basées sur un concept d'évaluation continue. Donc, ce n'est pas possible de faire la fête pendant un an et d'étudier seulement la semaine avant les examens et que ça fonctionne. Ce fonctionnement-là ne fonctionne pas. Il faut vraiment être assidu à son affaire. Donc, les gens qui sont un petit peu trop comment dire, dans la vie, vie, trop de loisirs, disons, vont très vite se rendre compte que ça peut être un problème. Donc, si jamais c'est le cas de votre enfant, rassurez-vous, il risque d'être quand même assez cadré, ne serait-ce que par les études et l'obligation de rendre des travaux, de faire des travaux d'équipe ou autre. Si jamais vous avez peur que ce soit le contraire, justement, que vous avez un enfant qui est un peu plus timide, un peu plus gêné, sachez plusieurs choses. Déjà, à l'université, il y a plusieurs associations, plusieurs groupes d'intérêt également. On trouve de tout pour tous les goûts. Donc, normalement, les étudiants n'ont pas trop de mal à commencer à se faire des amis ou autre. C'est sûr que ce qu'on remarque souvent chez les étudiants étrangers, c'est qu'ils se regroupent entre eux. C'est le concept le plus facile hein, quand on est un peu tout seul de se regrouper avec les gens qui viennent du même coin de la planète que chez nous. Mais sachez que les Québécois sont des gens excessivement ouverts, excessivement accueillants. Donc, c'est quelque chose qui se passe également très, très bien que votre enfant soit justement excessivement timide ou le contraire. Donc voilà, c'était mon petit laïus concernant la vie sociale et la vie étudiante. Ceci dit, maintenant, j'aimerais appeler ma collègue Aude Le Couturier. Donc, bonjour Aude, ça va bien? Bonjour Sandra, ça va et toi? Oui, donc Aude, tu es la responsable du Bureau des étudiants internationaux? Oui, c'est ça exactement. Alors peut-être je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Bureau des étudiants internationaux. Et en plus, ça rebondira un petit peu sur ce que Sandra vient de dire sur la vie aussi et les activités à l'Université de Montréal. Et puis très rapidement, on évoquera vraiment les questions d'immigration au sens très large. Évidemment, si vous avez un projet de venir étudier chez nous, ensuite de ça, vous aurez beaucoup plus d'informations qui vous seront données à ce sujet-là. Donc le BEI, le Bureau des étudiants internationaux, c'est un des services aux étudiants, les SAE. Et que les services aux étudiants, c'est vraiment un regroupement de tous les services qui sont ici pour valoriser l'expérience étudiante, leur offrir des programmes d'activité, les soutenir dans les études. Il y a même aussi une clinique médicale, par exemple, sur le campus. Donc, c'est vraiment tout un panel de services que vos enfants, s'ils viennent étudier ici à l'Université de Montréal, ils pourront en bénéficier tout au long de leurs études, avec aussi même des programmes de prise en charge à l'accueil. Donc, quand ils arrivent, quand c'est la première fois, il y a des activités au début de l'année, etc. Et puis, il y a plein de services. J'ai plein de collègues qui travaillent sur différentes thématiques pour offrir tout au long de l'année différents services aux étudiants de l'Université de Montréal. Pour les étudiants internationaux, il y a même mon service, le Bureau des étudiants internationaux, où on a une équipe entière qui est dédiée à leur accueil et à leur prise en charge et aussi beaucoup à l'accompagnement dans les différentes démarches, particulièrement l'immigration, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué, mais
tout se passe bien globalement. Et aussi les questions d'assurance médicale, justement, les questions d'intégration ou d'adaptation à la vie québécoise et à la vie canadienne. Et qu'on est là pour ça, donc ils ne seront pas lâchés tout seuls, évidemment, quand ils arriveront. Au contraire, on sera là pour les accueillir. Au niveau de l'immigration, la grande question. Il y a quelques principes simples à retenir qui peuvent déjà beaucoup vous orienter dans ce qu'il y aura à faire si vous venez étudier ici. La première chose, si vous venez pour plus de 6 mois, c'est sûr qu'il va falloir demander des documents d'immigration. Fait que ça, déjà, vous pouvez le savoir. Si vous vous inscrivez dans un baccalauréat, par exemple, il va falloir des documents d'immigration parce que c'est un programme de plus de 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire des documents d'immigration? Ça veut dire qu'il va falloir demander au gouvernement québécois et au gouvernement canadien, puisque l'organisation au Canada est avec des provinces et avec un État fédéral. Et donc, vous aurez à demander un certificat d'acceptation du Québec au gouvernement québécois, puis un permis d'études au gouvernement fédéral. Ces deux documents, mais c'est des procédures qui fonctionnent qui ont des liens évidemment entre elles. Et après ce parcours-là, de les avoir obtenus, vous aurez l'autorisation de venir étudier ici au Canada et au Québec particulièrement. Pour vous donner une idée un petit peu, quand on fait ce genre de demande, que ce soit le CAQ ou le permis d'études, il va évidemment falloir prouver son identité, pouvoir soumettre un passeport valide, si possible pour toute la durée des études. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez déjà penser à l'avance si vous envisagez, par exemple, de faire une demande d'admission puis de venir étudier avec nous à l'automne. Renouvelez votre passeport si jamais il expire bientôt. Comme ça, vous en aurez un qui couvrira toutes vos études puis vous serez tranquille. Et vous allez aussi devoir prouver, par exemple, vos capacités financières. Sandra, tout à l'heure, a un petit peu évoqué la question de combien ça coûte les études. Ça, c'est pour que vous ayez une idée. Évidemment, il va falloir payer les droits de scolarité et avoir votre budget pour vivre ici. Mais il faudra aussi le démontrer au gouvernement québécois et au gouvernement fédéral. Ce n'est pas obligatoirement un enjeu parce que si vous prévoyez de venir, de toute façon, ce budget-là, vous le préparez, mais vous aurez à le démontrer. Les gouvernements veulent s'assurer que vous serez effectivement en capacité de subvenir à vos besoins pendant vos études ici. Et vous pourrez effectivement travailler en plus, mais ça ne rentrera pas en compte dans l'évaluation du gouvernement. Les petites choses que vous pouvez déjà garder en tête. Donc, d'une part, vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas un avis d'admission. Fait que ça, c'est important de le savoir parce qu'on sait que parfois, il y a des gens qui aiment bien être dernier moment, il y en a qui aiment bien être très en avance. Même si vous êtes très en avance, vous devez d'abord attendre d'avoir un avis d'admission à l'Université de Montréal pour lancer vos démarches. Fait qu'en ce moment, la seule chose que vous pouvez faire au niveau de ces démarches d'immigration, c'est la question du passeport, comme je vous disais. Commencez à réfléchir à votre budget, aux notions de capacité financière et passer dans le processus d'admission. Et quand vous aurez l'avis d'admission, là, ce sera le moment de faire ces démarches-là. Quand vous serez admis à l'Université de Montréal, vous recevrez justement une information de notre bureau, des personnes de mon équipe qui seront là pour vous guider dans les démarches à faire. Fait que vos enfants, recevront cette information de nous. Si vous avez des questions, on y répondra aussi évidemment avec grand plaisir et on vous redira en détail comment faire la demande, comment ça se passe, est-ce que c'est en ligne, en papier, etc. Fait que c'est pas mal ça pour toutes les questions d'immigration. Puis je rajouterais peut-être en 30 secondes, parce qu'on vit tous la crise sanitaire en ce moment, évidemment, et ça peut éventuellement influer. Ça a influé l'année dernière, par exemple, sur la capacité à venir, etc. Mais sachez que depuis octobre, les frontières pour les étudiants internationaux ont réouvert au Canada. Et même en ce moment où, par exemple, un peu comme partout, la situation sanitaire recommence à être un petit peu plus difficile, les frontières sont restées ouvertes. Donc, on a vraiment, pour nous, bon espoir que ça ne changera pas parce qu'il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour s'assurer que les frontières sont ouvertes pour les étudiants internationaux, mais qu'il y a quand même les contrôles sanitaires nécessaires. Donc, je pense sincèrement et honnêtement qu'on peut prévoir un projet pour pouvoir venir ici. La question de la frontière, on l'espère, en 2021 ne sera pas du tout un enjeu. Elle l'a été en 2020, mais là, on est vraiment sur une autre dynamique cette année. Parfait. Merci beaucoup, Aude, pour toutes ces questions, ces réponses. Je vois qu'il y a justement beaucoup de questions qui C'est sont ça. arrivées. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence à répondre à des questions des gens. J'ai justement une question de Anne qui m'indique que sa fille veut faire un bachelor, mais elle voudrait faire peut-être une année de césure, donc une année de pause entre l'obtention de son bac et sa première année de bachelor. Est-ce qu'il faut qu'elle s'inscrive maintenant ou qu'elle attende plus tard? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait normal dans notre système scolaire de prendre une année off entre l'équivalent du lycée et l'université. C'est pas quelque chose de rare ou d'anormal, ça se fait vraiment régulièrement, donc il n'y a aucun problème, elle ne va pas perdre sa priorité. C'est inutile de faire une demande dès maintenant parce qu'on ne pourra pas la reporter à l'année suivante, donc elle pourra tout simplement la faire dans le cours de son année de césure, tout simplement à ce moment-là, elle pourra refaire une demande d'admission pour chez nous et elle ne sera pas plus ou moins prioritaire qu'un étudiant qui finirait son bac en 2022, tout simplement.
Moi, j'ai une question de Isabelle, par exemple, qui se demande, sa fille est mineure, est-ce qu'elle va pouvoir, elle, en tant que parent, accompagner sa fille la première année? Alors, la réponse globalement est oui, évidemment, il faudrait rentrer plus dans le détail. Puis, si vous avez des questions, quand vous en serez là, on sera ravis d'y répondre. Mais vous pourriez, par exemple, venir en visiteur. Donc, vous n'aurez pas obligatoirement le droit de travailler, mais vous pourrez être présent pour une durée de plusieurs mois, au moins au début, par exemple. Et même en ce moment, avec les frontières où c'est un peu plus difficile, il y a des exceptions pour ce genre de situation. Donc, d'un point de vue général, je dirais oui. Il y a ensuite des modalités à regarder. Et votre fille, par contre, aura besoin de quand même désigner ici une personne responsable. Ils appellent ça un tuteur, mais ce n'est pas au sens que vous pouvez connaître éventuellement dans certains pays. C'est vraiment juste au sens de l'immigration pour qu'elle ait le droit de venir en tant que mineure ici. Mais il y a des dispositifs pour que vous puissiez l'accompagner au moins les premiers mois de l'arrivée. Parfait. Une question qui nous vient d'une étudiante qui est québécoise, mais elle habite visiblement à l'étranger. Donc, elle se demande si les droits de scolarité pour Québécois vont s'appliquer même si elle vit en France présentement. Bien oui, les droits de scolarité sont vraiment en fonction de votre nationalité et non pas en fonction de l'endroit où vous vivez présentement. Donc, ça revient un petit peu au principe que si jamais justement vous êtes Canadien ou québécoise, vous venez de Montréal ou peu importe, et que vous avez émigré en France, donc vous êtes quand même canadienne résidente du Québec. Donc, vous allez avoir droit aux droits de scolarité du Québec. Par contre, l'inverse est également vrai. Autrement dit, si vous êtes un étudiant, je ne sais pas, un étudiant italien qui habite présentement en France, bien, vous allez avoir les droits de scolarité pour les étudiants internationaux et non pas les droits de scolarité pour les Français, même si vous vivez en France. C'est vraiment une question de citoyenneté, nationalité, en fait. Et Sandra, si tu me permets, je Oui, rajouterais oui. pour cette étudiante que si vous avez la citoyenneté canadienne, même si vous avez passé toute votre vie en France, même si on est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous, tout ce que je suis en train de dire sur l'immigration ne vous concerne pas. Parce que même si vous avez peut-être jamais vécu ici, vous n'avez pas le sentiment de pouvoir vivre ici librement, si vous avez la citoyenneté, vous êtes considérée au Canada canadienne avant d'être considérée comme, par exemple, française ou belge ou une autre nationalité. Fait que tout ce qui s'applique aux étudiants internationaux, ça ne s'applique pas à vous en termes de documents dont vous allez avoir besoin, etc. Parfait. On a une autre question d'une personne qui veut faire une année préparatoire post-bac. Et combien de crédits pour cette année? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais vous faites des années post-bac, si vous faites carrément une licence au complet ou un premier bachelor, oui, on pourra prendre en compte votre programme. Par contre, si vous faites uniquement une année, que ce soit une année préparatoire ou même une licence 1, on ne pourra pas vous créditer nécessairement ces crédits-là dans nos baccalauréats à nous. Donc, on ne peut pas faire cette équivalence-là. Donc, une année prépa, ça va sûrement être très utile pour vous. Ça peut vous offrir d'ouvrir des portes un peu plus tard dans votre pays. Ça va sérieusement vous apprendre également à travailler avec rigueur, mais c'est sûr qu'au niveau crédit, malheureusement, on ne pourra pas vous créditer ces cours-là. Je vais faire deux questions en une parce qu'il y en a une qui est très facile avec Benjamin qui demande est-ce que les billets d'avion sont remboursés ou à votre charge. Les billets d'avion sont à votre charge, ça fait partie des frais à prendre en compte dans votre budget pour pouvoir venir ici, de même que le logement par exemple. Il y avait une autre question de spectateur anonyme, mais qui était importante. Si on nous refuse le CAQ, on fait comment? C'est une très bonne question. Alors, je vous dirais que nous, notre objectif, c'est qu'on ne vous le refuse pas déjà, mais effectivement, ça arrive. Dans la logique, évidemment, c'est que vous allez faire votre avis d'admission, vous allez demander vos documents. C'est la condition pour finaliser votre projet et de venir étudier chez nous. Donc, nous, on sera là pour vous guider dans vos démarches et faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, il y a l'équipe au BUI qui est là, qui peut répondre à vos questions. On peut faire des rendez-vous en ligne, etc. On le fait beaucoup en ce moment pour vraiment vous montrer comment on fait. On a aussi des formations, des séances d'information pour vous guider dans les démarches. Le but est qu'on ne vous le refuse pas. Si jamais il est refusé, c'est sûr que là, ça peut mettre un frein à votre projet, mais ça ne veut pas dire que c'est un frein définitif. Ça se peut qu'il y ait eu un problème quelque part, vous ne remplissez pas à ce moment-là un critère, mais vous pourriez très bien le remplir l'année d'après. On a des étudiants comme ça qui se retrouvent avec un obstacle une année, qui refont un avis d'admission l'année d'après, et là, le projet se concrétise parce que finalement, à ce moment-là, ils remplissent bien les critères et les documents sont délivrés. Parfait. Il y a Anna qui se demande pour effectuer les diverses dépenses lorsqu'on est à Montréal, est-ce qu'il est préférable d'avoir une carte bleue Visa ou Mastercard? Honnêtement, les cartes de crédit, ces deux-là sont bien sûr acceptées en général chez nous, mais ce qui est vraiment préférable, c'est que l'étudiant ouvre lui-même un compte en banque dans une banque qui a pignon sur rue finalement à Montréal. Pourquoi? Bien, ça lui permet entre autres d'avoir ce qu'on appelle chez nous une carte de guichet, qui est l'équivalent des cartes de crédit qu'on utilise dans d'autres pays. Chez nous, les cartes de crédit, c'est carrément autre chose. Mais également, si l'étudiant veut avoir un petit travail, un petit emploi, bien, ça permet d'être rémunéré parce que souvent, on ne reçoit pas un chèque de paye. L'employeur verse directement notre salaire dans le compte en banque. Et dans ce cas-là, il faut vraiment avoir un compte en banque également au Québec. Donc, ça serait plutôt mon conseil. Donc, oui, les cartes de crédit, c'est bien, mais plutôt d'ouvrir un compte en banque directement ici aussi.
Il y a Florence qui se demande à quelle date est la rentrée de septembre pour les programmes de baccalauréat. Est-ce que c'est bien en septembre finalement? Oui, effectivement, c'est même exactement ça. La rentrée à l'Université de Montréal, c'est vraiment au mois de septembre, surtout pour les programmes de premier cycle. Pour éventuellement d'autres programmes, il peut y avoir des dates un peu plus dérogatoires, mais en premier cycle, vous allez littéralement, globalement, presque tous commencer la première semaine de septembre. Parfait. J'ai une personne qui me demande, est-ce que ce sera possible pour mon fils d'apprendre l'anglais? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Université de Montréal, c'est vraiment une université francophone. Donc, les cours vont être en français, les examens également. Par contre, c'est sûr qu'à moins que vous soyez dans un programme très, très francophone comme littérature française ou autre, mais dans la majorité des programmes, il est possible, même fort possible, qu'on donne à l'étudiant des documents à lire en anglais. Donc, et ça, c'est vraiment, nous, nos professeurs vont donner les meilleurs documents, les meilleures ressources à lire sans trop se soucier de la langue. Donc, c'est sûr que ce qui est important, c'est que l'étudiant puisse quand même maîtriser la langue anglaise au niveau de la lecture. Par contre, est-ce qu'on peut justement sortir d'un baccalauréat de 3 ans à l'Université de Montréal en parlant anglais? Bien oui. Par contre, il faut se faire un peu violence. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut justement rajouter des cours de langue à même son programme. C'est quelque chose qui peut se faire. On peut également pratiquer l'anglais un peu partout. Le petit emploi étudiant également qui peut se faire facilement dans un contexte très anglophone, ça peut aider. Dans certains cas, on peut également faire une espèce d'échange étudiant pour un cours. On peut le faire dans une université anglophone. Donc, ça nous permet un petit peu de tâter le terrain et voir si c'est quelque chose de crédible sans remettre en question la possibilité de faire ses études en français. Parce que faut quand même se rappeler que des études universitaires, c'est quand même costaud, c'est quand même dur et c'est dur même dans sa langue. Donc, des fois, il vaut mieux prévoir comment dire, un apprentissage un peu plus doux plutôt que se mettre un mur un peu trop rigide devant. Il y a Ketia qui posait la question pour son fils, un peu comme le refus de CAQ. Elle demandait si on a une admission au baccalauréat et qu'on a ensuite un refus de visa d'études, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais dire un petit peu la même chose. C'est que si vous avez un refus, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut vouloir dire que votre projet ne se concrétisera pas là. Nous, on sera là en amont pour essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas de refus. Mais si jamais il y a un refus, peut-être parce que toutes les conditions ne sont pas remplies à ce moment-là, mais il peut y avoir la possibilité de recommencer. Vous avez toujours le droit de redemander des documents d'immigration. Il n'y a pas de nombre maximal, par exemple, de demandes. Fait que parfois, il s'agit de repréparer, peut-être décaler son projet d'un an, préparer mieux tout son projet, ses documents, tous les critères, et puis avoir une deuxième chance un peu plus tard. Parfait. Florence se questionne si les baccalauréats qui sont faits chez nous sont reconnus, par exemple, en France pour poursuivre un master en France par la suite. Donc oui, nos baccalauréats sont vraiment reconnus. Comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, on fonctionne sur le système LMD, donc licence, master, doctorat. Donc oui, notre baccalauréat correspond vraiment au niveau licence. Par contre, il y a quelques programmes pour lesquels il faut faire attention. Des programmes pour lesquels le baccalauréat existerait chez nous, mais le master n'existerait pas en France, des domaines d'études qui sont un petit peu différents, ou alors également, dans certains cas, des programmes d'études pour lesquels on octroie une autorisation particulière, comme par exemple enseignement, ben, on octroie un brevet d'enseignement du Québec. Bon, à quel point est-ce que ça peut fonctionner en France? Donc, c'est important quand même de faire des petites recherches. Par contre, tout ce qui est sciences humaines, sciences sociales, sciences fondamentales, sciences humaines et sociales, il n'y a vraiment aucun problème pour poursuivre en France. Et même également pour ce qui est des professions un peu plus libérales, je pense à avocats, architectes. Donc, il y a des ententes intergouvernementales qui ont été signées entre notamment la France et le Québec pour faire en sorte que les jeunes professionnels, que ce soit les avocats, les architectes, puissent travailler dans un pays comme dans l'autre, même s'ils ont été formés à l'étranger. Il y a une question de Maëlys qui demande est-ce qu'il serait possible d'obtenir la majorité anticipée si on est encore mineur lors de la première année de baccalauréat? C'est très technique. D'un point de vue général, je vous dirais que non, parce que la majorité anticipée, ça existe. Je pense que vous venez de France, ça existe en France. Ici, il y aurait tout un processus de reconnaissance de votre décision. Ça serait très compliqué. Mais en tant que mineur, vous avez le droit de venir étudier ici. Les documents d'immigration sont délivrés en conséquence. Les procédures sont un petit peu adaptées, mais ça passe par les mêmes procédures. Vous avez juste des documents un peu plus poussés à fournir sur certains points. Et qu'il n'y a pas obligatoirement la nécessité de venir absolument en tant que majeur. Si votre dernière année, moi je suis née en fin d'année par exemple, et que je vois bien ce que ça peut faire. On est souvent mineur au début des études universitaires. Et puis, c'est pas obligatoirement un enjeu, c'est juste qu'il faut l'adapter un petit peu au niveau des procédures d'immigration, par exemple.
Donc, c'était un fait vécu alors. Oui, ben, moi, je suis arrivée majeure, mais on a nos étudiants, on a des étudiants qui arrivent mineurs tous les ans, puis ça se passe très bien. Parfait. J'ai Benjamin qui nous pose comme question, est-ce que les critères d'admission se font sur concours ou sur dossier? Donc, ça se fait vraiment sur dossier. Le concept du concours pour l'admission au premier cycle, c'est pas quelque chose qui fonctionne chez nous. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment sur dossier. Donc, on va vouloir voir ce que vous avez fait avant au niveau de votre lycée ou peu importe comment ça s'appelle dans votre pays. Donc, on va vraiment vouloir voir vos diplômes et vos notes de vos études préuniversitaires. Donc, on regarde bien sûr, si jamais vous voulez faire un programme qui a une connotation scientifique chez nous, on va regarder si vous avez fait des sciences, bien sûr, quel type de sciences vous avez fait. Et dans tous les cas, on va bien sûr regarder vos notes. Donc, c'est vraiment sur étude de dossier qu'on prend nos décisions. Il y a Isabelle qui pose une question cette fois sur le logement. Comment on peut faire pour trouver un logement par Internet? À qui on s'adresse, etc. Est-ce qu'il y a des services à l'UDM? Oui, effectivement, il y a des services. D'une part, il y a des résidences universitaires à l'UDM, donc vraiment le même principe que vous connaissez sûrement chez vous. En ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu plus complexe. Mais on a aussi un service, justement, mes collègues au service aux étudiants, on a un service du logement hors campus. Et que c'est des personnels de l'université qui sont là pour vous aider à trouver un logement hors du campus. Donc, ils vont vous orienter sur les sites à utiliser au Canada pour trouver, au Québec pour trouver un logement. C'est pas les mêmes que dans votre pays, évidemment. Les quartiers, quel quartier est plus sympathique, où est-ce que c'est mieux d'aller chercher, etc. Fait que oui, vous aurez accès à ça. Vos enfants auront accès à ça s'ils veulent de l'aide pour trouver un logement hors du campus, par exemple. On a une question, grand classique qui revient souvent. Quels sont les délais pour recevoir une réponse? Ben, écoutez, on essaie de faire vraiment le plus rapidement possible. Il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été envoyées et ça continue. C'est un travail qui se fait vraiment en continu. Donc, on essaie de les envoyer le plus rapidement possible pour les étudiants internationaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous avez toutes les démarches administratives dont Aude a parlé justement un petit peu avant. Donc, comme vous savez, vous ne pouvez pas commencer les démarches administratives d'immigration tant que vous n'avez pas reçu notre admission. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le faire le plus rapidement possible. Donc, ça suit son cours, mais on est conscient des délais et on essaie d'aller rapidement. Sandra, je te pose la question parce que je pense que ta réponse va être plus complète que la mienne. Il y a Alain qui demande, est-ce qu'on a des rentrées décalées en janvier? Est-ce que c'est obligé que ça soit en septembre ou est-ce qu'on peut décaler à d'autres moments? Oui, en effet, il existe une rentrée décalée en janvier, mais pas pour tous les programmes. Donc, ça dépend. Il y a une grande proportion quand même des programmes qui permettent de commencer début janvier au lieu de commencer début septembre. Par contre, ça pose un petit défi quand même au niveau des documents d'immigration, dans la mesure où si vous êtes un petit peu plus serré au niveau des délais, dans la mesure où vous allez recevoir notre offre d'admission pour rentrer en janvier, vous allez le recevoir au cours de l'automne. Il est possible que ce soit en novembre. Il faut compter là-dedans les vacances de Noël. Donc, c'est toujours possible, mais c'est vrai que c'est un défi un petit peu supplémentaire pour les étudiants internationaux. Mais oui, ça se fait quand même de rentrer en janvier lorsque le programme le permet. Merci. J'ai raté ma question. Il y a quelqu'un qui demandait un peu sur la même dynamique. Est-ce qu'il y a une inscription pour le bac en été pour l'architecture? C'était Kétia qui demandait. Là, je pense que je peux me permettre de dire non, ou alors ça serait vraiment très exceptionnel. Les rentrées de baccalauréat, d'habitude, c'est pas l'été, c'est normalement l'automne et éventuellement, comme l'expliquait Sandra, à l'hiver. Exactement. Donc, il n'y a pas de rentrées qui se font à l'été, tout simplement. Je vois le temps qui passe, donc je vais y aller avec une dernière question de mon côté pour une double question. Pour une admission au premier cycle, est-ce qu'il faut envoyer, qu'est-ce qu'il faut envoyer avec les documents? Est-ce qu'il faut envoyer une lettre de motivation? Donc, non, il n'y a pas de lettre de motivation nécessairement à envoyer, sauf dans quelques rares cas, mais nous allons vous l'indiquer. Par contre, c'est sûr que lorsque vous remplissez le formulaire d'admission, il y a une section également, si jamais vous voulez rajouter quelques explications ou autres. N'hésitez pas à remplir cette section-là de la demande d'admission. Au niveau des documents, bien, comme je vous disais, on veut tout voir. Donc, on veut vraiment voir toutes les études que vous avez faites préuniversitaire, mais également universitaire. Autrement dit, si vous avez débuté des études universitaires ou techniques ailleurs, bien, on veut quand même voir l'ensemble de votre parcours scolaire. On prend vraiment notre décision sur tout ça. Et je fais juste un petit peu du pouce sur la question d'avant qui était, je suis étudiante au baccalauréat français. À quel cycle est-ce que je dois m'inscrire? Bien, dans votre cas, c'est vraiment le premier cycle. Donc, je vais juste répéter les cycles. Le premier cycle, donc les études de premier cycle, c'est vraiment ce qu'on entend par baccalauréat, mineur, majeur, certificat. On ne rentrera pas dans tous les détails de ces programmes, mais c'est vraiment le premier diplôme universitaire qu'on fait une fois qu'on a fini nos études préuniversitaires. Par la suite, une fois qu'on a le baccalauréat ou l'équivalent qui correspond à un diplôme de 3 ans, bien dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle chez nous une maîtrise. Là encore, c'est ce qu'on appelle le deuxième cycle. Le programme le plus courant, c'est une maîtrise, mais également, on peut faire juste un an qui s'appelle un programme de DESS. Il y a également la possibilité de faire des micro-programmes. Il y a plusieurs autres types de programmes qui sont disponibles, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le deuxième cycle.
Le troisième cycle, c'est vraiment le doctorat. Donc ça, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je pense que tout le monde connaît un petit peu. Écoutez, comme le temps presse, je ne sais pas si Aude, tu voulais faire une dernière question? Si tu me Oui, laisses bien 30 sûr. secondes parce que je pense qu'elle est importante. Lucie qui demandait c'est quoi les délais pour obtenir les documents d'immigration. Très bonne question. C'est normalement plusieurs mois. Nous, on conseille toujours par sécurité de s'y prendre 3 à 4 mois en avance. Ça se peut, dépendamment de votre pays, ça puisse être plus rapide parce que ça dépend de quel bureau des visas traite vos demandes. Fait que c'est sûr que, par exemple, pour le bureau de Paris, c'est parfois plus rapide, mais ça dépend. Donc, nous, on dit 3 à 4 mois global, les deux démarches, CAQ, permis d'études. Et c'est pour ça que Sandra disait, pour une admission à l'hiver, ça peut être très serré parce qu'encore une fois, il vous faut votre avis d'admission pour lancer les démarches. Super. Donc voilà, écoutez, j'en profite encore une fois pour vous remercier d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Et je vois qu'il y a encore des questions, mais malheureusement, le temps nous presse. Donc écoutez, je vous remercie énormément et à la prochaine bientôt. Au revoir.